이번 전시는 그 한국에서의 국공립미술관에서의 최초의 개인전인데요. 제가 이번 전시를 작가님과 준비하면서 가장 놀랬던 것은 매주 다른 나라에서 전시를 개최하고 계셨습니다. 지금까지 60개국을 이제 다니시면서 전시를 준비하신 걸로 알고 있는데요. 대구에서의 전시는 처음이신데 대구 미술관에 대한 첫 인상이 어떠신지 궁금합니다. Bonjour tout le monde d'abord. Répondre à cette question est impossible car depuis que je suis arrivé à Daegu, j'ai été enfermé dans ce musée et j'ai rien vu d'autre. 네, 제가 알고 있지요. 그것을 너무 잘 알고 있지요. 네, 그러면 이번 전시에 대해서 질문을 그러면 드려보겠습니다. 이번 전시는 그 이쪽 어린아이의 놀이처럼과 또 장편 필름 그리고 일전시실에 있는 작품 포함해서 총 29점을 여러분께 소개를 하고 있는데요. 선생님은 본인의 작품을 설치 미술이라고 말하는 것을 굉장히 싫어하십니다. 대신 인시튜라는 이름을 용어를 만들어서 설명을 하고 계시는데요. 그런데 선생님 작품을 어디선가 볼 때는 인시튜라는 말 대신 불어로 얘기하겠습니다. 트라바이 시튜에라는 그런 용어도 등장을 하고 있습니다. 인시튜라는 용어와 트라바이 시튜에라는 용어에 대해서 우리 이제 일반 관람객들은 좀 더 자세한 설명을 듣기 원하실 것 같은데요. 이 둘의 그 다른 점, 또 비슷한 점을 한 번 더 설명 부탁드립니다. Alors pour donner un schéma assez rapide de la différence, le terme in situ, travail in situ, dans mon esprit, signifie que le travail est entièrement construit sur place, est à voir sur place. S'il est permanent, il peut rester des années. S'il est éphémère, c'est-à-dire pour une exposition, il est également détruit sur place. Donc c'est la caractéristique principale de la terminologie travail in situ. Maintenant, travail situé est beaucoup plus général et un peu plus classique. Un travail situé, c'est un travail qui n'est pas forcément construit sur place, même si généralement il est également construit sur place. Et surtout, il peut changer de place en suivant des règles qui sont à chaque fois précisées pour chaque type de travail. Dans ce que je fais depuis beaucoup d'années, le travail in situ est au moins 90% de ma production et le reste, ce sont des travaux situés qui peuvent éventuellement être montrés autre part que là où ils sont fabriqués. Et j'ajouterais, pour être encore plus précis, que je n'ai pas d'atelier. Donc les travaux in situ et les travaux situés sont toujours faits dans les lieux où je vais les présenter. Pour le travail in situ, c'est dans ce lieu et c'est tout. Et pour les travaux situés, on peut les resituer autre part si le lieu le permet. 네, 그러면 혹시 이미 전시를 둘러보셨을지 모르겠는데 저희 이 어미홀에 있는 어린아이의 놀이처럼을 보시고 나면 그 다음 곳에서 만나실 수 있는 게 필름 작품입니다. 이 필름 작품은 다니엘 비른 선생님이 50여 년 이상 작업했던 것들을 약간 자서전처럼 이렇게 필름으로 보여드린 그런 영상인데 사실은 이 영상은 선생님이 작업하신 것의 한 7% 정도밖에 안 들어가 있습니다. 그럼에도 6시간 반이라는 아주 긴 러닝타임을 갖고 있는데 이 영상을 보면 1995년 스위스 제네바에서 팔레데나스용에서 그 거울로 파열된 오두막이라는 작품이 소개되면서 선생님 작품에 거울이 등장하게 됩니다. 일전시실에서도 여러분들이 이제 거울이 여러 곳에 있는 것을 보실 수 있는데요.
언제부터 거울을 사용하기 시작하셨는지 아마 많이들 궁금하실 것 같습니다. 그리고 또 여러 재료들 중에서 거울을 선택하게 된 이유도 궁금하실 것 같은데요. 네. 사실 이 질문을 많이 받으셨을 텐데 그래도 한 번 더 대답을 해주시길 좀 부탁드립니다. En fait, l'utilisation du miroir a commencé à peu près en même temps que tous les travaux in situ que j'ai pu faire. Pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai expliqué, travailler in situ, c'est travailler dans des lieux X qui peuvent être des lieux de musée avec des salles généralement cubiques et blanches. Ça peut être des lieux dehors, ça peut être des appartements, ça peut être des institutions, etc., etc. Lorsque ces lieux sont par exemple un café ou une maison particulière, très souvent dans la salle ou dans la pièce où je peux travailler se trouve tout ce qu'on veut. Un fauteuil, un lit, des tables et donc très souvent aussi des miroirs. Donc les tout premiers travaux que j'ai faits qui pouvaient se trouver chez des particuliers étaient toujours avec quelque part un petit ou un grand miroir. Et ils faisaient partie de l'œuvre, comme tous les travaux in situ, qui incorporent à l'intérieur du travail tout ce qui existe dans le même lieu. Donc, pour dire que je me suis intéressé à ça, et ensuite j'ai utilisé directement les miroirs pour transformer des espaces. Et là, je ne peux pas expliquer tout ce que j'ai pu faire, mais ce n'est pas fini. Et j'ai donc utilisé très souvent le matériau miroir, aussi bien que le matériau transparent, comme les vitrines, les verrières, les portes, les fenêtres, etc., etc. Tout ce qui est généralement transparent dans l'architecture. 여러분들께서 선생님 작품에 대한 정보 혹은 선생님에 대한 정보를 인터넷으로 이제 치시면은 아마 작품 이미지 그 캡션 작품 정보 앞에 포토 수브니르라는 단어를 보실 수 있을 거예요. 예, 이게 이제 불어 단어의 조합인데 항상 선생님은 작품 이미지 앞에 포토 수브니르라는 그런 단어를 쓰십니다. 그래서 이것은 선생님만이 정한 규칙인데 이것에 대해서도 좀 설명을 해주시면은 저희가 앞으로도 선생님 작품에 대해서 이해하기가 좀 더 수월할 것 같습니다. Alors c'est un terme qui bien sûr existe. Généralement, une carte postale, c'est une photo souvenir d'une montagne, d'une personne, d'un paysage, qui on veut. Au tout début de ce travail, dans les années 60, surtout quand j'ai commencé à travailler dans la rue, les personnes, les magazines, etc., qui voulaient éventuellement mettre une photo d'une manifestation, à l'époque, c'est-à-dire 1966-67, les gens des magazines disaient « mais ça, c'est pas une photo d'art, je veux une photo de la peinture ou de la sculpture ». Et quand on était dans la rue et que je faisais un travail sur un panneau publicitaire, comme dans tous mes travaux qui ont suivi depuis 55 ans, il y a toujours dans la prise de photo le panneau publicitaire, par exemple, si c'est un travail qui est fait dessus, et puis les gens qui passent à pied, les gens qui sont en voiture, en vélo, les arbres, l'architecture, tout ce qui est encadré par une photo. Et à l'époque, une telle photo était incompréhensible pour les gens qui s'occupaient du milieu de l'art. Donc je trouvais ça très intéressant. Peut-être je vous laisse traduire et je continue. Très vite après,
d'autres artistes faisant des travaux bien sûr différents. Comme vous le savez peut-être, à partir de la fin des années 60, beaucoup d'artistes ont travaillé dehors, généralement dans la nature, dans les déserts, très peu dans les villes, en tout cas à cette époque-là. Et ces personnes, comme moi-même, se sont trouvées assez vite invitées à exposer dans les musées. La plupart des artistes qui ont travaillé comme ça dehors étaient invités dans le musée et généralement présentaient d'une façon ou d'une autre, il y avait beaucoup de possibilités, des grandes photos encadrées sur le mur des travaux qu'ils avaient faits dans le désert, dans la campagne, etc. Donc quand cette chose est apparue, j'ai été très critique et j'ai tout de suite absolument détesté ce type de choses que le musée récupérait dans ses murs grâce à la photographie. Donc j'ai pris la décision d'abord que si je faisais un travail dehors, c'était pour être vu dehors et pas dans le musée. Et donc aucune photo de ce travail ne pourra jamais être exposée dans le musée. Donc, aucune de mes photos par rapport aux travaux que j'ai pu faire, jusqu'à aujourd'hui, n'a été exposée, même si on peut l'utiliser autrement, n'a été exposée dans le musée. Et j'explique que la différence entre mettre une photo dans un catalogue qui apparaît dans la distribution du catalogue à 1000 exemplaires ou 2000 exemplaires ou même 500 exemplaires, tout le monde sait que c'est une photo. Donc l'ambiguïté de la photo est très réduite. Maintenant, si vous mettez une photo noir et blanc, colorée, agrandie, encadrée sur un mur de musée, vous avez quelque chose qui est extrêmement ambigu. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou est-ce que c'est un résidu photographié? Or, presque toujours, c'est considéré comme une œuvre d'art. Et en ce qui me concerne, je me suis dit, il faut faire très très attention. Ça ne va jamais apparaître comme un document, mais comme une œuvre. Et si ça apparaît comme une œuvre, c'est une contradiction absolue avec tout le travail que j'essaye de faire. Donc le principe de tout mon travail, c'est de dire que le travail présenté dans un musée, dans la rue, par hasard, pour longtemps, ou bien pour très peu de temps, si on veut le comprendre, il faut le voir et non pas voir son image. Et comme dans le milieu de l'art en général, dans le monde entier, ce qui règne le plus franchement, c'est la confusion, même la confusion généralisée. Je pense que tous les termes qu'on emploie pour définir quelque chose doivent être le plus précis possible. Ce qui veut dire que lorsque je propose une photographie d'un travail qui se trouve dans un catalogue ou sur une affiche, etc., etc., la légende de cette photographie, pour bien insister sur le fait que c'est un document, commence toujours par photo souvenir, généralement mon nom, le titre de l'œuvre, la date, etc. Et ça, c'est l'ensemble de la légende. Et c'est pour toutes les photos, quelles qu'elles soient, soit une carte postale, soit dans un catalogue, soit dans un livre. Alors, ce n'est pas toujours fait parce qu'on ne peut pas tout contrôler, mais vous savez que si vous voyez une photo qui ne commence pas par photo souvenir, c'est que la personne qui a imprimé ça a pris une liberté qui normalement ne devrait pas être prise. Et si ce terme photo souvenir est utilisé, c'est pour indiquer lourdement et fortement que cette photo n'est pas l'œuvre.
Et je prends souvent des exemples un peu absurdes pour faire comprendre. Si vous avez chez vous la photo de votre grand-mère ou de votre sœur, vous savez parfaitement que c'est ni votre grand-mère ni votre sœur, que c'est une photographie de ces gens-là. Dans le milieu de l'art, c'est beaucoup plus difficile de faire le distinguo entre une œuvre d'art et la photo de cette œuvre dès qu'elle est exposée sur un mur. Donc, insister sur le fait que ce n'est qu'une photo souvenir est dans mon travail très important. 네, 아주 긴 설명 너무 감사합니다. 네, 이 포토 스브니라는 이 개념은 다니엘 비련 선생님께 굉장히 중요한 개념이기 때문에 오늘 이 자리에 오신 분들은 아주 이 개념에 대해서 그래도 직접 설명을 듣고 가실 수 있어서 네, 좋은 기회라고 생각이 듭니다. 선생님이 이렇게 선생님 작품을 소개할 때 포토 스브니라는 이런 단어 이외에도 시각적 도구라는 또 다른 단어를 사용하시면서 선생님 작업을 이제 설명을 하시는데요. 이 시각적 도구라는 것은 쉽게 얘기해서 여러분들이 다니엘 뷰렌이라는 작가 하면 떠올리는 세로형 줄무늬입니다. 여기저기 작품 여기저기에 세로형 줄무늬가 이제 보이는데요. 1980년대까지만 해도 이 줄무늬가 아주 전면에 많이 등장을 했었습니다. 특히 평면 작품에. 그런데 그 이후에는 전면에 등장하지 않고 측면이나 혹은 약간 숨어진 면 혹은 자세히 봐야지 줄무늬가 있다는 것을 발견할 수 있게 됩니다. 이렇게 작업을 하시는 그 이유가 혹시 특정한 의도가 있으신 건지 혹은 자연스럽게 작품의 방향을 변화시키신 것인지 네, 이것에 대한 또 설명을 또 부탁드립니다. Alors, c'est encore une histoire un peu longue. Mais... Non, alors, l'utilisation de bandes alternées qui sont blanches et colorées, le principe de base, mais qui n'était pas indiqué comme un principe de base, mais comme un travail au début. C'est-à-dire, personnellement, je ne dis pas qu'aucun artiste ne travaille comme ça, mais quand je travaille, je ne suis pas en train de dire c'est comme ça et c'est comme ça pour toujours. Il se trouve que j'ai commencé à travailler il y a très longtemps avec des bandes verticales pour des raisons très simples. Verticales parce qu'on regarde quelque chose sur le mur et nous sommes nous-mêmes tous verticaux. Donc le fait d'avoir les yeux verticalement posés sur un mur qui est vertical atténue la possibilité de voir sur ce mur un paysage. Je résume, c'est très succinct ce que je dis, mais disons qu'une ligne horizontale sur un mur, c'est très vite l'horizon du paysage, donc une image. Or, une bande verticale sur un mur donne très peu de choses, si ce n'est la même verticalité que celle avec laquelle on regarde. Et le travail, presque toujours, présente des éléments qui sont absolument, on pourrait dire, fondamentaux. Ils n'ont pas une histoire en plus. Un carré, c'est un carré, grand ou petit. Un rond, c'est un rond, grand ou petit. Et au tout début, lorsque j'ai utilisé des bandes alternées, blanches et colorées, on se trouvait en face de bandes colorées et blanches successives. Donc, pour dire que ce travail et cette chose présentée est extrêmement réduite, extrêmement impersonnelle, c'est pas moi qui ai inventé les bandes verticales, bien sûr, donc ce n'est pas moi, en tant qu'individu, qui me représente dans ces bandes, c'est le plus possible des bandes qui ne sont que ce qu'elles sont. Il faut prendre cette notion fortement parce que c'est à partir de là que tout le travail s'est construit. Et très très vite, j'ai fait des choses et plein d'expérimentations très différentes, mais toujours en utilisant ces bandes qui ont comme caractéristique d'être toujours un blanc
et une couleur et d'avoir exactement la même taille. Ceci pour expliquer que j'ai trouvé très vite ce terme « outils visuels ». Outils parce qu'elles ont toujours la même taille, donc c'est comme le mètre étalon, utilisé pas par tout le monde, mais dans une grande partie du monde. Si ce n'est pas le mètre étalon, c'est une autre forme. En tout cas, c'est toujours la même taille. Et quand on connaît, et vous pourrez faire l'expérience en vous promenant dans cette salle-là, et aussi d'ailleurs dans l'autre, si vous voyez le nombre de bandes, vous comptez par exemple 1, 2, 3, une bande noire, une bande blanche, une bande noire, et vous n'avez pas besoin de sortir votre centimètre. Chaque bande est toujours de 8,7 cm. Vous multipliez par 3 et vous avez la largeur du panneau. D'une certaine façon, ça aide à lire et même à lire les tailles et les distances. Ce n'est pas seulement ça l'intérêt, mais en tout cas, sa répétition ouvre cette possibilité. Et c'est pour ça que je dis que c'est un outil, et comme un marteau, par exemple, sauf qu'un marteau qui aide à faire beaucoup de choses, à construire une chaise, à construire un mur, etc., quand vous avez terminé la chaise et terminé le mur, le marteau, il a disparu. Donc le marteau est un outil, un point, c'est tout. Ici, cet outil, il est visuel. Donc seule sa position sous les yeux permet d'être utilisé comme un outil. D'où ce terme d'outil visuel qui, avec le temps, n'a jamais évolué, mais n'est pas utilisé de la même manière. Mais je l'utilise toujours depuis 1965, sans aucune interruption et sans aucune variation. Ceci dit, il peut être fait en ciment, ça peut être de l'eau, ça peut être du miroir, ça peut être des couleurs par millions. Donc il y a des variations qui existent. Mais la taille et la répétition de cette séquence blanc, couleur, est toujours dans chacun de mes travaux. 네, 아주 길게 잘 설명해 주셔서 너무 감사드리고요. 기쁜 소식일 텐데 마지막 질문 드리고 네, 관객분들의 질의응답 짧게 받도록 하겠습니다. 네, 다소 그 생뚱한 질문일 수 있는데요. 제가 파리에서 공부를 할 때 항상 자주 갔었던 곳이 그 빨레 호야알입니다. 네, 그곳에서 그 두 개의 고원 이 작품을 점심 때마다 보면서 네, 그 기둥에 앉아 있기도 하고 서 있기도 하고 사진도 찍고 샌드위치도 먹고 그랬는데 이 작품을 많은 분들이 공공미술 작품으로 이해를 하고 있습니다. 대구미술관 역시 공립미술관입니다. 대구미술관에서 개최하는 모든 전시가 공공을 위한 전시인 거죠. 그래서 저는 사실 마지막 질문으로 평소에 선생님이 공공에 대해서 어떤 생각을 갖고 계신지 네, 그 부분이 좀 궁금합니다. Il y a longtemps, j'ai fait un texte sur la différence entre public et non public, parce que c'est très confus. Par exemple, ici, on est dans un musée. Par définition, un musée, c'est un lieu pour le public. Donc quand on parle d'œuvres publiques, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais on entend toujours, l'œuvre publique, c'est dans la rue. Mais c'est absurde. Le musée, c'est public, et la rue, c'est public. Ce n'est pas les mêmes publics peut-être, et encore, c'est souvent les mêmes publics qui vont dans la rue et dans le musée. Je connais très peu de publics qui vont seulement au musée. Il y a plus de publics qui vont seulement dans la rue, mais c'est toujours le public. Donc le terme public, déjà, est très, sinon délicat, il est douteux. Alors ensuite, on peut faire des différences entre le lieu fermé
spécifique qui est une institution, une galerie, un musée, selon les appellations plus ou moins acceptées dans le monde de l'art et dans le monde général. Et il y a l'espace qui n'est pas spécifique et qui se trouve la rue. Alors déjà, immédiatement, on peut dire que la rue est tout autant culturelle que le musée est culturel. Donc non seulement le mot public est mal utilisé si on fait un distinguo entre le public de musée et le public de la rue, et deuxièmement, si on parle de lieu culturel, la rue est le lieu culturel presque par excellence. Alors, l'une des différences, parce qu'il en existe quand même, c'est que l'œuvre d'art dans le musée est protégée. L'œuvre d'art dans la rue n'est pas protégée. Et cette différence, elle est fondamentale et donc permet ou ne permet pas un discours spécifique dans le musée et dans la rue. Alors dans le musée, souvent les gens disent que c'est un public averti. En fait, le musée, normalement, il est ouvert à tout le monde. Alors il y a des gens qui connaissent très bien l'histoire de l'art et même l'histoire de l'art contemporain, et il y a heureusement beaucoup de visiteurs qui ne connaissent pas bien et qui vont petit à petit essayer de comprendre, de s'éduquer, etc., etc. Dans la rue, et c'est une des difficultés, ce public est beaucoup plus large et la rue, par définition, est à tout le monde. Le musée est à tout le monde, mais il y a peu de gens qui l'utilisent, ce qui change beaucoup de choses. Et donc, dès qu'on entre dans un musée, il faut faire attention aux règles, il faut faire attention à la propreté. On n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, on n'a pas le droit de toucher aux œuvres, on n'a pas le droit de manger, on a le droit de regarder, on n'a pas le droit donc de toucher. Il y a des règles qui sont parfois très strictes et que tout le monde connaît ou connaît très vite. Parce qu'il y a toujours dans un musée des gardiens qui vont dire « Ah, attention, on ne marche pas ici, on ne regarde pas ça, on ne touche pas à ça, etc., etc. » Dans la rue, bien évidemment, à l'exception de traverser quand le feu est vert, les gens font ce qu'ils veulent, ils marchent où ils veulent, ils se bousculent ou ils se parlent. Il n'y a pas beaucoup de règles. Peut-être souvent, malheureusement, mais il n'y a pas beaucoup de règles. Donc on est dans deux états différents. Et la grande différence, en tout cas aujourd'hui, dans l'art qu'on peut appeler l'art moderne ou l'art contemporain ou l'art qui se fait aujourd'hui, dans l'art vivant, dans un musée, a priori, pour l'artiste, tout est possible. Dans la rue, pour l'artiste, presque rien n'est possible. Et le grand travail ou le grand intérêt de travailler dans la rue, c'est d'essayer de montrer dans la rue des choses a priori impossibles. Ce qui n'existe pas comme problème dans le musée, puisqu'a priori, et si on est invité dans le musée, tout est possible. Si vous avez là-dessus des questions, on pourra en parler. 충분히 재미있게 재미있는 관점을 말씀해 주신 것 같고요. 지금 제가 다니엘 비례 선생님을 며칠째 계속 보고 있어서 선생님의 이 컨디션의 변화를 제가 미세하게 포착을 할 수가 있는데 오늘 이야기를 많이 하셔서 사실 굉장히 피곤해 보이시는 게 제가 눈에 보입니다. 그래서 선생님 혹시 그 관람객분들의 질의응답을 한 3-4개 정도 더 받으실 수 있으신지 혹은 어려우신지 만약에 질의응답을 받기 어려우시면은 프로그램 여기서 끝내도록 하겠습니다. Je ne suis absolument pas fatigué et je n'ai pas été fatigué de toute la semaine.
그러면 관람객 분들의 질의응답 받도록 하겠습니다. 저기 검은색 옷 입으신 남자분의 아주 번쩍 손들 먼저 들으셨어요. 네, 그 작가님 말씀 잘 들었고요. 특히 뭐 인시투나 아니면은 포토스 비니르 여기 번역은 작품 기념이라 돼 있는데 이 단어들 설명 들으면서 작가님이 작품과 공간의 조화를 되게 중요시한다는 걸 느낄 수 있었어요. 그래서 혹시 이 대구미술관의 특별한 공간이 어미홀에서 느낀 점이 따로 있으신지 그게 궁금합니다. 어미홀의 작품에 놓여지는 공간에 대해서 특별하게 생각하시는 것 같은데 이 어미홀의 공간 자체에 대해서 느끼신 인상이 있으신지. Oui, cette salle, elle est évidemment très particulière. La plupart des salles ici, d'ailleurs, sont particulières. Si on les prend comme architecture, elles sont généralement surdimensionnées. Donc ça, c'est une particularité. C'est pas bien ou mal, mais c'est une particularité. La salle UMI, elle est non seulement très grande, mais elle est aussi très haute. On peut imaginer de mettre un toit si on voulait construire quelque chose, mais en tout cas, le volume de la salle est tout à fait gigantesque. Et donc la pièce qui se trouve dedans, qui a été déjà produite il y a à peu près 10 ans, 8 ans exactement, est une chose qui peut se transporter et se transformer. Par exemple, tous les éléments qui sont ici, j'ai déjà dû faire ce travail dans des lieux un peu plus petits, et donc tous les éléments ne rentrent pas. Donc l'ensemble est différent. Ici, les éléments qu'on a transportés sont tous utilisés, adaptés à la taille de cette salle, qui est quand même transformée avant mon arrivée, puisque j'ai fait construire des murs qui évitent que la salle soit ouverte sur les côtés. Donc en fait, on a créé presque une salle qui, lorsque ces murs n'existent pas, est beaucoup plus ouverte. C'est un peu comme une espèce de hall. Donc déjà là maintenant, on est plutôt dans une salle. Et l'autre particularité qui est très très spécifique et qui n'a jamais été utilisée dans les autres propositions de ce travail, c'est le fait qu'on a 3 étages. Donc on peut marcher à la hauteur des objets, ce qui veut dire qu'on va percevoir de façon très précise leur taille par rapport à notre œil, etc., etc. Mais on peut monter à l'étage supérieur et l'étage encore supérieur et voir ce travail d'en haut, ce qui est totalement différent. Donc la capacité de cet espace particulier rend la possibilité de ce qu'on va voir multipliée par 3. Même peut-être plus, mais enfin c'est multiplié. C'est tout à fait différent que toutes les fois où cette pièce a pu être proposée et se trouvait au niveau du spectateur. 네, 감사합니다. 네, 원래 이렇게 말씀을 길게 하시는 분은 아닌데 여러분들께 특별히 정말 아주 자세히 설명해 주실 것 같습니다. 네, 그러면 질문 또 잠시만 이쪽이 먼저 아까 손을 드셨기 때문에 네. 네, 앙샹땡, 즈마필 스텔라. 저는 캐나다 퀘벡에서 좀 오래 살다 와서 퀘벡에서 프랑스 문화를 접하게 돼서 특별히 프랑스 작가 작품을 되게 좋아합니다. 그래서 지난주에 경주 예술의 전당 가서 니키드 생팔 작품을 볼 정도로 저는 포항에 살고 있는데 오늘 이렇게 프랑스 작가님이 오신다 해서 차를 몰고 멀리서 왔습니다. 저는 작품을 보면서 그 작가님들의 작품을 놓고 이제 그 사람들의 작품을 보면서 그 포장을 사람마다 느끼는 게 다 다르기 때문에 그 작품을 저는 그 작가님들의 선물이라고 생각을 하고 각자 보는 사람에 따라서 포장을 다 다르게 한다고 생각했는데 작가님께서는 나름대로 철학의 예술은 포장에 불과하다라는 표현을 하셨더라고요. 그래서 제가 너무
꼭 이거는 꼭 제가 질문을 한번 해봐야 되겠다. 왜 그런 그 철학을 가지셨는지. Je ne peux pas répondre pour savoir pourquoi je présente de cette manière, parce que ça m'est assez naturel et donc, par définition, ce n'est pas moi qui peux voir. Je ne peux pas me refléter moi-même. En revanche, dans ce que vous dites, une chose qui, je crois, est véritablement peut-être pas partagée par tout le monde, mais en tout cas par pas mal de personnes qui travaillent dans le milieu de la production de sculpture, peinture, etc., c'est que je pense que toutes les fois que l'on ose présenter un travail à d'autres, c'est un don. C'est une chose qui est donnée, et c'est donné, et les gens vont faire avec ça ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils vont l'accepter d'abord, ou qu'ils vont le refuser définitivement. Et vous avez tous les cas de figure, le vandalisme, l'adoration, le rejet, à différents niveaux. Mais l'œuvre qui est faite, je pense personnellement en tout cas, c'est un don pour les autres, avant toute chose. 안녕하세요. 네, 작가님 이때까지 작품을 너무 많이 하시다 보니까 검색을 하면 작가님의 작품의 나열밖에 없어요, 사실. 그래서 저는 이제 뭐 작가님에게는 의미가 있을지 없을지는 모르겠지만 저는 작가님의 작품을 더 이해하기에 좋다고 생각돼서 질문을 하나 하고 싶은 게 이제 공간마다 작품을 하실 때마다 공간의 제약이라든지 빛이라든지 조건이 되게 다양하잖아요. 그런데 이제 작가님께서는 그런 전시를 하시면서 작가님 개인적으로 다른 사람의 찬사나 이런 걸 떠나서 그냥 개인적으로 너무 즐겁게 했던 작품이 어떤 걸지를 너무 알고 싶습니다. Là encore, c'est à la fois facile et complexe de répondre. Je dirais que, premièrement, je pense que d'une façon vraiment pas continuelle, mais qui pourrait toucher tout ce que je peux faire, si j'ai pas un certain et même un vrai plaisir à le faire, ça n'existe pas. Donc je fais tout ce que je fais, tout petit ou très grand, avec beaucoup de plaisir. C'est la seule façon de pouvoir le faire. Mais ce que je voudrais ajouter tout de suite, c'est que, d'abord, je réponds à votre question, mais le fait que j'ai du plaisir ou pas de plaisir pour le faire, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais ceci dit, j'ai répondu que j'avais beaucoup de plaisir à travailler. Ça ne veut pas dire que automatiquement, les gens qui vont regarder ce que je fais vont avoir du plaisir. C'est complètement, ce n'est pas relié. C'est pour ça que je ne dis pas généralement que j'ai du plaisir à le faire, parce que ça peut sous-entendre, si vous n'avez pas de plaisir, c'est que vous ne comprenez rien. Or, ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, on peut apprécier, on peut admirer, on peut rejeter, mais même la notion de plaisir, elle est très spéciale. Regarder quelque chose, c'est un type de plaisir que je peux avoir en tant qu'individu. C'est pas du tout la même chose que de faire quelque chose avec plaisir. Donc, quand je dis, en répondant à votre question, que j'ai du plaisir, heureusement, c'est ce qui me permet de travailler, ça n'implique pas que tous les gens qui vont regarder mon travail vont avoir du plaisir. S'ils en ont, je suis peut-être 2 fois content. S'ils n'en ont pas, bah, tant pis. 네, 질문 2분만 더 받겠습니다. 저희가 너무 많이 받을 수는 없어서 라고 말씀을 드리는 순간 여기 계신 분이 번쩍 드셔서 네.
한국에 오셨으니까 이 질문을 드리는데요. 요즘에 미술계도 이 팬데믹을 거치면서 디지털과 뗄 수 없는 걸로 바뀌었는데 데이비드 호크니도 지금 그 거장도 많은 나이에도 불구하고 아이패드로 그림을 그리시고 있어요. 그런 걸 보면서 한국의 젊은이들은 메타버스라는 그런 가상의 공간에서 많은 시간을 보내고 한국은 이제 IT가 엄청나게 발달한 그런 나라인데요. 혹시 이 인시추라는 개념이 가상의 그 공간에서도 적용될 수 있을지 여기에 어떻게 생각하시는지 의견을 한번 여쭤보고 싶습니다. Mais je pense que d'abord, cette pandémie a obligé tout le monde, même pas seulement bien sûr les artistes, mais absolument tout le monde, à repenser ou à vivre d'une autre façon. On a vu ce qu'on perdait, on a vu aussi ce qu'on gagnait. Donc je pense que la période, même si elle a été terriblement douloureuse pour ceux qui ont perdu des gens proches pendant cette pandémie, a procuré absolument à tout le monde un changement d'esprit ou une possibilité de voir des choses qui n'étaient pas du tout dans la tête de la plupart des gens. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été donc complètement bloqué, comme tout le monde. La seule différence, c'est que j'ai beaucoup bougé. Vous l'avez vu avec cette discussion. Tous les travaux que j'ai pu faire pendant plus de 50 ans représentent des milliers de voyages à travers le monde. Et pas seulement pour le fait de voyager, mais surtout pour le fait de voir d'autres choses, d'être invité dans d'autres lieux et à chaque fois de pouvoir inventer, dans la mesure du possible, quelque chose de différent. Ne pouvant plus bouger, il est évident que je me suis trouvé d'un seul coup en face d'une problématique complètement différente. Est-ce que je peux faire quelque chose dans un lieu, un, que je ne connais pas, ou deux, en même temps, où je ne peux pas aller? Donc j'ai fait pendant 2 ans beaucoup d'expériences, avec toujours des invitations qui étaient données dans des lieux inconnus. Et j'ai fait comme ça une dizaine d'expositions que je n'ai pas vues réellement. J'ai vu les résultats avec les images. Donc, d'une certaine façon, une forme de travail totalement antagoniste à tout ce que j'ai fait avant. Alors, pour ne pas être trop long, je dirais que ça m'a appris beaucoup de choses que je pense pouvoir utiliser, mais rien, absolument rien, ne peut remplacer l'expérience qu'on a si, par exemple, on fait un travail dans un lieu X, qu'on va dans ce lieu, qu'on étudie un petit peu comment est ce lieu, qu'on peut parler avec les gens qui vous ont invités, c'est irremplaçable. De travailler avec des documents photographiques, le téléphone, des photographies, donc des vidéos, le film, c'est très bien, on voit beaucoup de choses et on peut travailler, mais j'ai fait l'expérience dont je me doutais, il peut toujours y avoir quelque chose dans ce lieu qu'on ne connaît que de façon totalement mécanique, artificielle un petit peu, quelque chose que aucun de ces documents, films, photos, textes, audio, ne donne. Et c'est possible que cette chose qui va manquer et que si on est sur place, on va voir tout de suite, alors que l'appareil photo ne voit pas, ou la caméra ne voit pas,
Et si ça se passe, il y a de grandes chances que le travail qui va être fait ne va pas être aussi pertinent que si on avait pu aller sur place et donc voir ce que la caméra ne voit pas. Donc je pense que c'est intéressant comme exercice. Je parle pour moi, hein, je ne parle pas en général. Mais c'est une expérimentation qui est limitée parce que ce que l'œil peut voir, même dans une salle très, très banale comme cette énorme salle qui est à côté, n'est absolument pas capable d'être rendu par 10 photos, un film, quoi que ce soit. Donc c'est la limite de ces expérimentations. Et je pense, pour terminer sur votre question, que si on travaille avec ce qu'on appelle le virtuel, on peut très certainement faire des choses très intéressantes en appliquant, je dirais, le in situ avec le virtuel. 네, 그러면 마지막 질문 받겠습니다. 저희 분홍색 옷 입은 질문. 네, 안녕하세요. 저는 대구에서 순수미술을 전공하고 있는 대학생입니다. 먼저 수업 때 배우시던 작가님을 직접 뵙게 되다니 정말 영광스럽고요. 제가 궁금한 거는 작가님의 작업 루틴이 어떻게 되는지가 궁금합니다. 다소 단순하고 약간 사적인 질문일 수 있지만 실례가 안 된다면 작가님이 하루에 몇 시간 정도 보통 작업을 하시는지, 그리고 쉬실 때는 휴식을 어떤 방식으로 취하시는지가 궁금합니다. Bah écoutez, d'une certaine façon, je pense que je travaille beaucoup, c'est-à-dire je passe beaucoup de temps à monter des expositions, à réfléchir à l'exposition qui vient après. Je me repose, je ne sais pas quand. J'ai pas souvent besoin de me reposer. Alors, quand j'aurai besoin de me reposer, je me reposerai. D'ailleurs, peut-être je serai mort. Et entre le travail et la vie courante, il y a plein de choses, y compris le rêve, qui permet aussi de travailler. Donc, d'une certaine façon, les occupations sont multiples. Et je disais tout à l'heure que j'avais du plaisir à travailler, donc j'emploie très souvent le mot travail, mais c'est parce que je n'ai pas à ma disposition un mot qui serait meilleur. Mais je pense que quand on pense travail, on pense toujours un peu fatigue et difficulté et l'obligation, etc. Dans mon cas, le travail que je peux faire, il y a toujours des choses un peu ennuyeuses, mais c'est plutôt la vie que le travail, c'est-à-dire la vie courante. Il faut répondre au téléphone, il faut envoyer une lettre ou des choses comme ça, qui parfois sont pénibles. Mais le travail, si je prends celui qui consiste à imaginer une exposition et à construire l'exposition avec les gens qui m'aident, souvent je fais pas les choses tout seul, c'est du plaisir. Donc le mot travail, il faut le prendre parce qu'il y a quelque chose qui se fait, c'est donc un travail au sens strict, mais ce n'est pas le sens que l'on peut donner au travail qui est le travail, et puis si on a bien travaillé, on va se reposer. Pour moi, travailler, c'est aussi me reposer. Il n'y a pas de différence. 네, 오늘 많은 분들이 질문하고 싶으셨을 텐데, 네, 제가 나쁜 역할로 이렇게 여기서 커트를 해드려서 너무 죄송하고, 또 길다면 또 긴 시간이었는데 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 오늘 질문 하나하나에 이렇게 친절하게 대답해주신 다니엘 뷰렌 선생님께도 네, 다시 한번 감사드리고요. 이것으로 다니엘 뷰렌 그 작가와의 대화를 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.